Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour cette table ronde à l'occasion de la sortie de notre numéro spécial de la revue Carmonde, En scène s'émanciper par le théâtre, donc le numéro 262. Et pour commencer, on voudrait remercier la MP2A de nous prêter cette salle et de nous permettre d'organiser cette table ronde. Donc ce soir, nous sommes en compagnie de 4 intervenants. Philippe Osmalin. Philippe, tu es responsable du département culture du mouvement ATD Carmonde. Tu es aussi metteur en scène, formateur pédagogue et directeur de la compagnie Théâtre de la Fugue. Dans cette revue Carmonde, tu es l'auteur de l'article Le théâtre, un long parcours de réenchantement social. Et tu es aussi co-auteur de l'article Nos chemins de théâtre. On y reviendra plus tard. Nous sommes aussi avec Phuc Hong. Tu m'excuseras si je prononce mal ton nom. Phuc, tu es allié d'ATD Carmonde et tu es aussi co-autrice de l'article Nos chemins de théâtre. Nous sommes aussi avec Sybille Harley. Sybille, tu es responsable du festival C'est pas du luxe et tu es aussi co-autrice de l'article qui porte le même nom, Festival C'est pas du luxe. Enfin, nous sommes aussi avec Jeanne Gégou. Jeanne, tu es responsable à la MP2A, la Canopée Saint-Germain, des relations avec le public, avec les publics. Merci beaucoup d'être là tous les 4 ce soir. Donc, pour cette table ronde, nous sommes partis du constat que l'on ne pouvait questionner la notion d'émancipation par le théâtre sans la rattacher à celle de l'éducation et de la citoyenneté. Nous verrons donc d'abord en quoi le théâtre peut être un outil d'émancipation, puis en quoi il est également source d'éducation et d'apprentissage de la citoyenneté. Enfin, nous nous interrogerons sur les modalités pratiques de la création d'une pièce de théâtre avec des militants, des premières répétitions à la représentation devant un public. Donc, le titre de cette revue, c'est En scène, s'émanciper par le théâtre. Ce nouveau numéro de la revue Carmonde regorge d'exemples qui montrent comment le théâtre peut être source d'émancipation. Nous n'allons pas tous les aborder, bien évidemment, mais peut-être retenir 1 ou 2 exemples. Donc, je me tourne vers toi, Sybille, et ton expérience au sein de C'est pas du luxe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, C'est pas du luxe, c'est un festival initié en 2012 par la Fondation Abbé Pierre, la Garance, Scène nationale de Cavaillon et l'association Le Village. Et donc l'objectif de ce festival, c'est de permettre de faire découvrir des projets artistiques nés de la rencontre entre artistes et personnes qui vivent la grande précarité. Donc Sybille, selon toi, comment le théâtre peut-il avoir des impacts concrets dans la vie des personnes ? Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples tirés de ton expérience ? Et bien sûr, nos autres intervenants, vous pourrez bien sûr rajouter si vous avez des choses à mettre après la réponse de Sybille. Bonsoir à tous. Merci de votre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc en effet, je suis venue avec quelques petits témoignages que j'ai glanés sur le festival. Et je vais vous les lire. Je trouve que c'est ce qui parle le mieux finalement de ce qu'apportent ces projets aux personnes qui y participent. Donc je vais les lire les uns à la suite des autres. La vie va vite et on ne s'arrête pas assez pour vivre des moments comme ça. Ça donne envie de faire des trucs dans mon assaut avec toutes ces émotions qui nous lient. Je me sens vivante. Je me sens exister. Aujourd'hui, je monte sur scène. Je fais des trucs que je n'aurais jamais pu faire il y a 10 ans. Ça fait longtemps que je n'avais pas dansé, ni avec quelqu'un, ni même seule. Et là, j'ai dansé avec tout le monde. Je m'exprime en dansant. En dansant, j'exprime mes problèmes. Il y a tellement de tristesse. C'est profond. Ce n'est pas facile d'exprimer ses problèmes dans la vie. Avec la danse, je peux le faire. C'est tout un art. Il y avait une communication très forte et très sensible. Le courant passait de suite, en se touchant à peine. Il y avait des personnes qu'on ne connaissait pas et on arrivait à communiquer sans se connaître. Et je suis aussi venue avec un témoignage d'une travailleuse sociale qui accompagne ces projets. Je suis bluffée par tous les domaines que nous avons pu aborder à travers ce projet, tant les modes de lien social et de convivialité au Moyen-Âge que les enjeux de vie en société que nous traversons aujourd'hui. Nous avons découvert et partagé d'autres formes d'art, évoqué des sujets politiques, des souvenirs partagés avec leurs amis. Les participants sont valorisés et fiers d'y participer. Cela aide énormément notre accompagnement dans l'estime de soi et la reprise de confiance.
Et vous verrez aussi que dans la revue, on a un texte de Laurie Monnier qui nous a accompagnés l'année dernière dans la rédaction d'un ouvrage trace du festival C'est pas du luxe. Et Laurie, donc, c'était la 2e édition où elle était parmi nous. Et elle a carrément pu voir en fait, l'évolution même des corps. Elle dit, j'ai vu ces personnes l'année dernière, je les revois cette année pour un autre spectacle. Et là, ils se sont redressés. On voit qu'ils se sentent animés, qu'ils ont envie de s'affirmer. Et elle dit, Leïla a pris confiance en elle, Jean-Philippe n'a plus rien à prouver, Yvette a trouvé sa place, tous se sont redressés. La scène les a métamorphosés, tous emplis de dignité. Donc, je pense que ça traduit assez bien ce que ces projets-là peuvent apporter. Et c'est vrai que sur le festival, on assume que finalement, c'est pas un objectif en soi. Enfin, je veux dire, si ça apporte cette possibilité d'émancipation, cette possibilité de reprise de confiance en soi, de trouver une place. Mais on n'est pas exigeant là-dessus au sens où une personne qui vient juste passer un moment de plaisir et de joie, en fait, c'est déjà énorme de pouvoir bénéficier de ce moment tous ensemble, collectivement. Et donc, voilà, c'est super aussi. Donc, on est prêt à accueillir ou on est prêt à provoquer, j'ai envie de dire, tous les types de retours que peuvent provoquer ces projets. On sait que dans certains cas, ça peut prendre, je ne sais pas, 10 ans. Là, j'avais une travailleuse sociale qui me racontait il n'y a pas longtemps, une des personnes qu'elle accompagnait. Voilà, ça fait 10 ans qu'elle l'accompagne. Ça fait 10 ans qu'il ne participe pas du tout au projet théâtre. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Et là, cette année, il a décidé de s'inscrire et il se remet à parler. Voilà, mais ça aura pris 10 ans. Donc, ce que je voulais dire, c'est bien sûr qu'on espère que ces projets-là, ils vont susciter ces possibilités, mais c'est de l'ordre de la proposition. Et le chemin peut aussi être assez long. Voilà, mais on a plein de beaux exemples dans C'est pas du luxe. C'est aussi Elisabeth Auclair qui témoigne dans la revue, qui nous dit aussi que c'est parce qu'on est très exigeant artistiquement. C'est aussi parce qu'on emmène ces projets le plus loin qu'on peut en termes de qualité, et qui fait que les personnes aussi se sentent à une juste place. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Alors, merci beaucoup, Sybille. Philippe, dans ton article « Le théâtre, un long parcours de réenchantement social », tu montres que la corrélation entre émancipation et le théâtre a également été prouvée à travers des recherches en neurobiologie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ces recherches et les conclusions auxquelles elles ont abouti ? Alors brièvement, c'est pas facile, mais voilà, c'est un très grand sujet en fait, voilà, à la fois ce qu'il est scientifique et puis qui relève de beaucoup d'exemples. Donc disons que je vais essayer de l'aborder en prolongeant ce qu'a dit Sybille. Mais avant ça, peut-être 3 étapes, parce que bon, c'est quelque chose qui est très neuf. Et il n'y a pas pour l'instant de travaux, en tout cas à ma connaissance, directement reliés entre la neurobiologie et l'expérience artistique théâtrale en particulier. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. J'essaye moi justement d'y travailler à ma manière. Donc c'est très très neuf et ça dit beaucoup de choses de ce qui va être certainement des travaux qui vont nous permettre de beaucoup mieux comprendre comment faire travailler en fait toute personne, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses difficultés, ses freins. Il se trouve que comme parallèlement je travaille donc avec AT Quermonde, mais aussi avec des handicapés mentaux, avec des aveugles, enfin voilà, donc avec les enfants de banlieue. Donc c'est ça qui m'a permis depuis maintenant, je sais pas, pas loin de 20 ans peut-être, je sais pas, peut-être un peu moins, de me rendre compte de ce que cela produit, le théâtre. Au-delà de simplement faire un spectacle ou aller vers une production d'un spectacle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se produit effectivement au fur et à mesure de comme on dit en anglais, le work in progress, c'est-à-dire le travail, le chemin en cours, qui n'est pas seulement je vais vers un résultat, qui là peut être au contraire très stressant. Donc, par rapport à ça, il se trouve que je vais vous donner juste 3 éléments. J'essaierai d'assez court, sinon il faudra me couper. Le premier, c'est quelque chose qui est la première révolution qui s'est faite dans cette intuition que le domaine artistique pouvait transformer en fait un être humain face à ses difficultés, c'est à travers l'éducation
dite nouvelle, qui évidemment ne l'est plus, avec les pionniers de cette éducation qui étaient Maria Montessori, Odile de Grolli, qui au début du XXe siècle, en fait, ont dû travailler, d'un point de vue pas du tout au départ théâtral et artistique, avec des jeunes handicapés. Et ils se sont rendus compte, Maria Montessori en tout premier lieu, qu'il y avait plein de blocages et qu'en faisant des jeux de rôle, des petites scènes de théâtre, eh bien, il y a des choses incroyables qui se passaient. Donc c'était juste de l'ordre intuitif. Et en même temps, il se trouve que parallèlement, il y avait des travaux qui étaient en train de naître autour de la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, avec donc des connaissances qui étaient en train d'émerger. Et en fait, ça a été quelque chose d'extraordinaire qui a été utilisé au fur et à mesure après par les pédagogies nouvelles, comme il s'est dit par la suite. Mais c'est parti en fait du handicap. Et on s'est rendu compte que le théâtre, en fait, permettait justement une distanciation par rapport à ces problèmes, par rapport à ces freins, à ces blocages qu'on croyait jusqu'alors irréversibles. Ça, c'est une première étape. Après, il y a eu un grand champ psychologique par rapport à tout ça et on a tout mis sur... pour ça qu'il faudra m'arrêter, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus parce qu'en fait, c'est un très, très grand sujet de fond par rapport à ce qui nous occupe ici, dans le levier d'émancipation. C'est-à-dire qu'après, tout a été mis sur le champ psychologique. Ce qui était bien, mais qui a trouvé sa dimension, je dirais, sa limite, en fait. Car ce n'est pas que de l'ordre des affects et du psychologique. Et là, c'est un deuxième pavé dans la mare, qui est Antonio Damasio, un Américain, dans les années 90, mais après 20 ans de travail, donc lui vraiment un neurobiologiste, etc., qui s'est rendu compte qu'en fait, et donc pas du tout lié au théâtre, alors que je dis Maria Montessori et Odile de Grolli ont une réflexion liée au théâtre, que le cerveau, et là c'est là où je ne vais pas développer, ça serait vraiment trop long, et ça serait, voilà, les circuits neuronaux en fait ne sont pas seulement stables, mais ils bougent tout au long de la vie. Alors, pendant très longtemps, on a cru que, le cognitif s'arrêtait globalement dans son développement, j'entends, à la maturité, donc vers les 20 ans et quelques, 20-25 ans, et puis qu'après, le cognitif avait atteint sa limite. Voilà. Et donc, toute personne qui avait des freins sur le plan cognitif ne pouvait plus rien apprendre. Et, sauf si on le mettait sur un plan d'affect positif, etc. Oui et non. En fait, ce n'était pas que ça. Parce qu'en fait, on sait maintenant, grâce aux IRM, imagerie médicale, c'est là où ça a fait des bonds de géants, qu'en fait, le cerveau a des circuits neuronaux stables, mais a aussi des capacités en fait, de transformation tout au long de la vie. Mais qu'évidemment, il faut les mettre en mouvement. Et que des activités comme des activités artistiques, et donc pas seulement théâtrales, mais qui demandent, en fait, et c'est là qui est très important, le rapport au corps, ce qui n'est pas la même chose avec les arts plastiques, ni même exactement avec la musique. La danse, évidemment, également. Font un travail qui est en fait absolument considérable parce que par le travail sur le corps, les neurones bougent, pour dire la chose, pas scientifiquement là pour le coup, mais sont stimulés, si vous voulez, pour le dire peut-être un petit peu mieux. Et par cette stimulation, en fait, donc d'un passage, en fait, si vous voulez, corps-esprit, pour aller vite aussi, et ben en fait, on peut arriver à ce qu'on croit être des miracles. Merci Philippe pour ces explications précises et détaillées sur un sujet qui peut paraître compliqué pour des personnes peu averties. Après, il est également vrai qu'on ne peut parler du théâtre comme source d'émancipation sans évoquer le théâtre de l'opprimé, théorisé par Auguste Boal, qui, je le cite, permet de remettre au peuple les moyens de production théâtrale pour qu'il les utilise lui-même. De par sa forme, le théâtre de l'opprimé semble en effet être un outil clé pour que toutes les personnes puissent s'exprimer sur des questions sociales, par exemple. Jeanne, toi qui es responsable des relations avec le public à la MP2A et qui donc a dû voir de nombreuses représentations, est-ce que tu pourrais nous parler de ce théâtre de l'opprimé notamment ? Bonsoir. Je vais essayer, en tout cas, et plutôt aussi en donnant des exemples qui se passent aussi aujourd'hui à la MP2A. Alors peut-être juste pour resituer la MP2A très très rapidement. Donc c'est la Maison des pratiques artistiques amateurs. On est un établissement culturel de la ville de Paris qui existe depuis quasiment une petite quinzaine d'années maintenant et dont l'objectif est de faciliter, favoriser, rendre le plus accessible possible la pratique artistique amateur, plutôt spectacle vivant, mais sous toutes ses formes possibles en tout cas. J'aime bien prendre l'exemple de la danse ou du théâtre. On a aussi bien des choses contemporaines que classiques, que des choses en danse. Par exemple, on a que de la danse urbaine, crumb, voguing, et même au niveau du théâtre, des textes qui viennent de partout dans le monde, des danses qui viennent de partout dans le monde, etc. etc. Donc vraiment, notre envie, c'est de pouvoir montrer et laisser la place aux personnes de pouvoir s'exprimer le plus possible.
Donc je vais, pour reprendre un petit peu ce que vous disiez sur le théâtre de l'opprimé et des références à Auguste Boal, je ne vais pas trop m'avancer sur Auguste Boal non plus, mais peut-être prendre son exemple du théâtre forum, en tout cas, qui est un format qui aujourd'hui s'expérimente et se tente de plus en plus. Alors juste pour dire 3 mots sur ce format, ce format de théâtre qui est plus que participatif, où on propose de parler de sujets de société très diverses. Que ce soit, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un du sujet de la famille, par exemple, mais ça peut être aussi bien sur des questions de harcèlement ou de politique, etc., etc. Et le but, justement, c'est de présenter une scène par les artistes qui sont présents sur le plateau, de proposer ce format et ce sujet, en tout cas, aux participants, au public présent, et d'inviter le public, qui n'est plus si public que ça finalement, à prendre la parole, à s'exprimer sur ce sujet en disant justement moi j'aurais pas fait comme ça, moi je propose une nouvelle version, et parfois même d'aller faire la scène à la place de la personne. Donc ça, c'est un des formats qui existe en tout cas et qui est assez parlant, assez concret en tout cas pour parler justement de la participation du public. Augusto parlait de spectateurs justement, mais il en existe aussi d'autres formats où justement à la MP2A on essaye de faire participer, voire d'impliquer complètement les personnes, de non plus parler de public, mais de parler de participants, d'artistes finalement, et pas seulement professionnels, mais ce qu'on appelle amateurs. Alors amateur, c'est pas un gros mot, justement, on essaie justement de valoriser cette pratique, ce mot-là. Je parlais de différents formats qui peuvent exister, que ça peut être par le vote, faire voter ce qu'on voudrait voir sur scène, ou la chanson qu'on aimerait entendre, ou autre. Donc, outre être une source d'émancipation, le théâtre peut être également un outil d'éducation, contrairement à une vision assez commune du théâtre comme un simple loisir ou un divertissement. Donc, Fouque, toi qui as coécrit un article qui traite du sujet de manière assez éloquente, nos chemins de théâtre, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on peut éduquer, mais aussi s'éduquer par le théâtre ? Je vais essayer d'expliquer cela parce que Est-ce que tu peux juste rapprocher j'ai été parmi plein de collègues militants d'ATD qui sont comme moi très éloignés du théâtre et qui donc a eu la chance, je dirais, pour une fois, on nous a donné les clés. Alors maintenant, j'aimerais bien dire, avant de commencer quoi que ce soit, donnez-nous les clés, on trouvera le chemin. Voilà. Donc, qui nous a donné les clés pour justement avoir accès à des textes superbes, à des vraiment, même à l'écriture, ce qui était complètement quelque chose d'inimaginable pour moi, de dire que je pouvais même écrire 3 lignes. Donc voilà, donc on peut effectivement s'éduquer par d'abord l'apprentissage des textes. Et là, ça c'est merveilleux parce que c'est pas comme à l'école, on ne nous tape pas sur les doigts, on ne nous juge pas, et donc on fait un petit peu comme on le sent. Et je m'aperçois que on sent juste. Enfin, je ne m'inclus pas parce que je ne me vois pas, mais quand je vois les militants d'ATD, que je connais bien, et même les personnes qui ne font pas partie d'ATD, travailler leurs textes, je me dis que vraiment, leur première sensation, leur premier instinct, dirais-je, sur les mots sont justes. Ensuite, effectivement, il y a du travail à faire, et ça, c'est le metteur en scène qui nous aide à aller un peu plus loin dans l'appréhension des textes, mais la première approche, je trouve que, et c'est ça qui m'a étonnée, c'est la justesse des sentiments qu'on a vis-à-vis des mots et
et le bonheur, mon sang, le bonheur qu'on avait, cette jubilation qu'on avait de jouer avec les mots et cette façon de se les approprier et ensuite de les redire, ma foi, voilà, je trouve que c'est une bonne façon de s'éduquer. Et en plus, je dois avouer que ça n'est pas quelque chose de facile, le théâtre. Et nous l'avons tous vécu, puisque ce sont des répétitions très longues parfois, à apprendre son texte par cœur. Et ça, bien souvent, eh bien, n'ayant pas été à l'école, on ne sait pas trop y faire. Donc, voilà quoi, on s'y est mis. Pourquoi ? Parce que le texte était beau, parce que les circonstances le voulaient et que nous étions une troupe unie, nous nous aidions et voilà quoi. Et donc on est arrivé à apprendre nos textes et maintenant c'est quelque chose de complètement naturel, tiens, d'apprendre son texte. On ne se fait plus peur et on arrive. Et ce qui est formidable, je dois avouer, avec le théâtre, il faut me le dire, ce qui est formidable avec le théâtre, c'est qu'en plus de s'éduquer, parce que là, on lit pas uniquement les mots pour la beauté des mots, on va beaucoup plus loin, on cherche à comprendre, oui, ce que ressent tel personnage et pourquoi il ressent comme ça et pourquoi est-ce que nous on ressent ça vis-à-vis de lui, qu'est-ce que notre vie apporte à ce personnage. Tout cela est d'une grande intelligence et nous fait évoluer à chaque fois qu'on va un peu plus loin dans le théâtre. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Et donc, s'éduquer, c'est ça, mais c'est encore plus que ça. Donc, parce que c'est comme, comment dire, c'est comme un ricochet, finalement. Merci beaucoup, Fouque, pour ta réponse et ton témoignage. Dans l'article « Aristophane dans les banlieues, la non-école », signé Jean Tonglé, qui n'a malheureusement pas pu être là ce soir, on évoque une pratique d'éducation par le théâtre, la non-école, créée par Marco Martinelli et Hermana Montanari, qui met des adolescents peu lecteurs au contact de grands classiques. Philippe, est-ce que tu pourrais nous expliquer cette pratique et ses principaux enjeux ? Alors, la non-école, parce que l'expression peut paraître étrange, ils expliquent que, Marco Martinelli, que c'est à partir de l'idée du désir et de liberté. C'est-à-dire que c'est pour des enfants essentiellement, adolescents, pas forcément en Italie. Il a commencé en Italie, à Ravenne, mais aussi dans le sud, etc. Mais il a aussi travaillé, ils ont travaillé, parce que c'est un couple en Afrique, notamment au Kenya, dans les bidonvilles, et qu'en fait, ils se sont rendus compte justement que ces enfants qui n'ont pas l'école, qui ne vont pas à l'école, ou qui y vont mais qui en sont chassés, ou qui n'y arrivent pas, les freins, là ça rejoindrait un peu les freins dont je parlais tout à l'heure. En revanche, ils ont beaucoup d'imaginaire, ils ont beaucoup d'envie, ils ont envie d'écrire. A priori, ils croient ne pas savoir, mais en fait, bien sûr qu'ils savent. Et ça, j'en ai eu sur l'expérience de moi, Villiers-le-Bel pendant longtemps. Donc, en fait, il les a mis justement en contact avec la capacité de créer, mais aussi en lien avec les grands textes, qu'il appelle alors grands textes, ou en tout cas les textes classiques, ou la tradition. Il a plusieurs mots pour dire ça, peu importe ces mots-là, à vrai dire. Mais disons des textes déjà écrits, mais comment se les approprier. Alors, pourquoi non-école ? Donc, je dis, désir et liberté, mais une fois encore, parce qu'ils ne vont pas forcément à l'école et que ça va être en fait une forme d'école, mais pas l'école au sens justement institutionnel. Voilà. Et c'est là où on rejoint ce qu'il disait, c'est là où on rejoint aussi vraiment des choses que j'ai pu constater considérablement, c'est-à-dire que quand on est dans un contexte scolaire, il y a des contraintes. On le sait tous, on les a tous vécues, alors plus ou moins bien, plus ou moins avec aisance ou au contraire avec vraiment difficulté et douleur parfois. Et que quand ils sont dans la douleur, vous savez ce que c'est, ça bloque. Donc ça, on en a bien parlé. Et donc la non-école, c'est celle qui consiste en fait à éduquer, mais pas dans le processus scolaire figé, pour dire la chose. Au niveau du terrain, je vous parlais de Villiers-le-Bel, justement pour atteindre le plus grand nombre, là j'en ai une expérience avec cette ville. C'était là pour moi le début d'une expérience extraordinaire. Ce que j'ai vu se produire, c'est une traînée de poudre. C'est-à-dire ce qui m'a amené à un moment donné à devoir faire un spectacle qui était demandé par le maire lui-même avec 4 classes, 5 écoles, je ne sais plus combien, 90 enfants.
Voilà, j'ai cru que j'y arriverais pas. Et en fait, c'est une des plus belles expériences de ma vie, évidemment. Voilà, c'était fabuleux, quoi. Fabuleux. Sur l'exclusion, justement. Sur l'exclusion. Et c'est eux qui ont écrit les textes. On retrouve la même chose. Donc 90 enfants qui écrivent des textes sur l'exclusion, qui vivent tout le temps, voilà, qui vont jouer dans une scène. Mais déjà, c'est quand même extraordinaire pour eux, parce que monter sur scène. Mais au début, quand on commence à faire du théâtre comme ça là-bas, eux, effectivement, ils disent, mais c'est pas pour moi. Puis, de toute façon, moi, le théâtre, non. Hein. Voilà, enfin, il y a même un refus de ça. Donc il y a tout un travail déjà éducatif, si je puis dire, à les amener par la pratique, hein, à se rendre compte que mais c'est génial. Et alors après, c'est une traînée de poudre. C'est une des raisons d'ailleurs qui m'a fait dire, mais pour que ça marche si bien, c'est pas seulement que, ok, il y a le truc, ça marche bien, ok, il y a des bons affects, je dois avoir j'ai peut-être le machin, mais ça suffit pas. Il y a autre chose qui se passe parce que ça les transforme et les enseignants avec. Là, ça rejoint les différentes choses qui se sont dites là, parce que les enseignants se rendaient compte qu'ils pouvaient avoir un autre rapport avec les enfants et que quand ils lisaient leur rédaction où ils comprenaient rien avec plein de fautes d'orthographe, de grammaire, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, moi-même quand je devais lire à voix haute leur texte, mais au niveau imaginaire, fabuleux. Mais fabuleux. C'est un monde extraordinaire. À un moment où ils découvrent ça eux-mêmes, les enfants, alors je peux vous dire qu'ils en demandent, mais on ne peut plus les arrêter, quoi. Merci beaucoup Philippe de nous avoir expliqué du coup ce que c'est la non-école. On ne peut pas parler du théâtre comme source d'émancipation et d'éducation sans l'évoquer également comme outil de construction citoyenne. Cette notion de citoyenneté, comme tu le rappelles Philippe dans ton article, le théâtre, un long parcours de réenchantement social, est présente dès l'Antiquité où le théâtre permettait l'intégration de tous les membres de la cité, notamment des nouvelles personnes, par une participation active du spectateur. Est-ce que tu peux nous dire comment se déroulaient ces moments citoyens et surtout comment ces moments citoyens comment cette pratique qui était citoyenne est devenue une pratique élitiste? Alors là aussi, c'est une très grande question. Très, très grande. C'est toute l'histoire du théâtre occidental. Alors, bon, déjà dans l'article, j'ai dû faire très court. En fait, c'est très complexe parce que cette question du citoyen, elle est très et occidentale et relativement contemporaine. On ne parlait pas comme ça du citoyen, je l'ai plus ou moins dit comme ça dans l'article parce qu'il faut bien trouver une forme simplifiée de dire les choses en essayant quand même d'être au plus juste. La notion de citoyen à proprement parler n'existe pas comme ça chez les Grecs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit effectivement dans ce qui a été la source du théâtre qui est le nôtre, hein, en Occident, entendons-nous bien, parce qu'il y a 1000 formes de théâtre de par le monde, et où le mot même théâtre finalement ne dit pas suffisamment la chose, parce que c'est beaucoup plus large. C'est la notion de rituel. En fait, chez les Grecs qui ont lancé effectivement cette forme-là, c'était un rituel organisé pour effectivement tous les membres de la cité, esclaves compris. Alors il y a encore des débats au sein des hellénistes, mais enfin globalement on pense que c'était de cet ordre-là. Les femmes y compris, alors qu'elles n'avaient pas le droit de citer sur grand-chose, mais elles avaient le droit d'aller au théâtre. Ça dit déjà beaucoup de choses. Voilà. Et c'est-à-dire qu'en fait c'était un moment de cohésion sociale. C'était un moment qui faisait que, par la représentation théâtrale à laquelle ils assistaient et à laquelle ils participaient d'une certaine façon, ils faisaient partie de, alors non pas une communauté, cette expression même n'existait pas, le concept même n'existait pas, mais de ce champ de la culture grecque. Puisqu'il y avait plein de cités, voilà, et là je ne peux pas entrer dans les détails évidemment, mais c'est comme les Jeux Olympiques, hein, le théâtre, parce que c'était comme les Jeux Olympiques, c'était un seul moment, tous les 2 ans seulement, hein. Donc oui, ça s'appelait les Grandes Dionysies, c'était donc pas fréquent, et donc c'était un moment où tout le monde se retrouvait pour vivre quelque chose en commun, d'une manière ritualisée, avec de la danse, du chant. Et nous, on n'appellera même pas ça théâtre à la lettre. C'était le spectacle au sens le beaucoup plus large et hérité des rituels de Dionysos, donc religieux, mais au sens sacré du terme, au sens encore une fois d'un rituel. Donc c'est quelque chose de très différent, mais qui est encore notre naissance du théâtre là, parce que quand, mais je ne suis pas le seul évidemment, hein, quand on démarre un atelier en cercle, c'est le cercle en fait originel par rapport à ça. Donc le moyen par lequel on se sent tous ensemble. On va appeler ça du coup ce sentiment de citoyenneté, repris après par les Romains, les Latins, et bon là je passe les détails parce que c'était beaucoup plus complexe. Et il y a eu une rupture très sèche, effectivement, au XVIe siècle, parce que chez les Grecs et les Romains, les théâtres étaient ouverts, les fameux amphithéâtres, c'était en plein air, et donc tout le monde, effectivement, y était même sollicité. Alors, il y a même certains qui pensent, mais encore une fois, mais c'est intéressant hein, quand même, parce que c'est une suggestion, d'après des travaux de recherche des hellénistes, hein, que peut-être même qu'on payait les plus pauvres pour y aller. Voilà. Mais ce n'est pas prouvé encore à 100%, hein, donc vous le prenez avec des pincettes, mais ça fait partie en tout cas de certains travaux de chercheurs. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était absolument pour tous.
Voilà. Et au XVIe siècle, alors là je suis obligé de passer évidemment des causes, sinon ce serait trop long, hein, mais on va fermer les théâtres. On va les fermer et on va payer sa place. À partir du moment où on paye sa place, c'est la chute libre du théâtre pour tous. Voilà. Ah, les pauvres, ils ne peuvent plus. Alors là aussi, ça va dépendre, parce qu'il y aura toujours les fêtes sous forme de fêtes foraines, pour dire la chose comme ça, en fait, les fêtes de foire qui se passent, etc., avec des farces, avec des choses voilà, très larges qui sont restées jusqu'au 19e siècle. Voilà. Les grands boulevards, hein, c'était le boulevard du crime, il y a encore plein de choses de cet ordre-là. Mais globalement, ils vont être fermés. Et là, les textes vont être enfermés. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'auront plus accès aux textes. Alors qu'avant, Éschyle, Sophocle, tout ça, ça vous parle, Aristophane, et justement, on parlait donc de Aristophane dans les banlieues et de Antigone, tous ces textes-là, donc ils y allaient, c'était des mythes qu'ils connaissaient, donc ils allaient en terrain connu, mais ils allaient quand même être désarçonnés. Il se trouve que j'ai la chance de faire des lettres classiques du grec, je peux vous dire que c'est une langue très difficile pour les Grecs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne la comprenaient pas. Alors nous on dirait c'est du contemporain au mauvais sens du terme. Eux au contraire c'est une façon en fait justement de vivre par autre chose que par le texte, mais sachant que le texte allait les projeter ailleurs, dans un ailleurs. Voilà. Et que c'était le chant, c'était les moments de danse voilà, qui les portaient très loin. Et au XVIe siècle, tout ça va s'enfermer avec la primauté du texte. Et comme tout le monde ne lisait pas et de toute façon ne pouvait pas en payer, eh bien, ça va faire une fermeture très nette à ce qui va être l'accès au théâtre. Et au XVIIIe siècle, alors là, encore pire, parce que là, carrément, on va dire, mais de toute façon, le théâtre, c'est de l'ordre des émotions. Alors, c'est fini dans le monde de maintenant, c'est la raison qui doit primer. Et alors là, c'est surtout en France. Il faut aussi savoir que ce que je vous dis là, c'est qu'il y a des variantes. En Angleterre, le théâtre shakespearien, qui était fermé aussi, le fameux Globe, mais il y avait une circulation beaucoup moins étanche entre les différents niveaux de sièges et donc de niveaux sociaux. Ils se mélangeaient plus. En France, ça va être complètement fermé. Et il y a un très beau film, Les Enfants du Paradis, qui le dit bien. Le paradis, de manière ironique, c'est tout là-haut, là où on ne voit rien. Et ça existe encore dans nos théâtres. C'est-à-dire que si on veut vraiment aller voir quelque chose qui nous tient à un opéra, oui, c'est bien, mais ça coûte 10 €, mais alors on ne voit rien. Bon, ça vient de là. Donc c'est très impressionnant. Et c'est pour ça que, pour rejoindre ce qu'on disait aussi tout à l'heure, quand en banlieue, je dis en banlieue, mais parfois aussi ailleurs, on dit mais non, le théâtre, c'est pas pour moi. J'ai travaillé aussi avec les décrocheurs. Un décrocheur me dit mais pourquoi tu nous fais du théâtre, Philippe? C'est pas pour nous. Je regardais sur Google, je t'ai googlisé le fameux truc, mais toi tu es un professionnel, tu dois pas nous faire travailler. On n'a pas droit à ça, nous. C'est hyper important. On entend un truc comme ça là, il y a 2 ans. Voilà. Donc c'est d'une extrême violence, même pour eux, sans se rendre compte de ce qu'ils disent. Je n'ai pas droit à ça. Voilà. Et ça date de cette histoire-là du théâtre. Donc en fait, le gros boulot aussi qu'on dit, au sens éducatif, c'est de les ramener à dire mais si, c'est aussi pour vous. Vous pouvez aussi y arriver. D'ailleurs, vous pouvez écrire des textes. Vous pouvez faire du Aristophane. Merci beaucoup, Philippe. Fouque, je me tourne vers toi. Toi qui as participé à plusieurs projets et spectacles. De ton point de vue, peut-être tu pourrais nous aider à répondre à cette question. Comment est-ce que le théâtre permet à tous et chacun, enfin tous les citoyens, de s'exprimer et de se sentir acteurs du débat démocratique, et ce, peu importe la condition sociale? Et quelle forme peut-il prendre pour donner la parole à ceux qui se sentent parfois exclus des décisions, par exemple, politiques ou sociales? Avant de parler de tout ça, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que quand on parle de citoyenneté, ça veut dire qu'un citoyen, ça a des droits et des devoirs. Personnellement, je trouve que d'un point de vue devoir, chacun de nous sait exactement où on en est de nos devoirs, ce qu'on doit faire et tout ça. Sur le droit, je crois qu'on n'est pas encore assez fort pour aller, comment dirais-je, s'approprier, le mot est peut-être un peu fort, mais je le ressens comme ça, s'approprier du droit à la culture. Parce que pour moi, j'ai comme une impression que ce droit-là nous a été confisqué, en quelque sorte, de par le fait de nos vies difficiles, etc. Et que c'est à nous de nous l'approprier maintenant.
par 1000 façons, aller voir la MP2A, à TD, on fait du théâtre, voilà. Donc ça, c'est vraiment s'approprier de ce droit-là, c'est important. Et pour moi, ensuite, vous parlez de comment être citoyen, finalement, en étant acteur. Il y a 1000 formes de théâtre, et je l'ai appris aussi avec Philippe. Moi, je pensais qu'il n'y avait qu'une forme de théâtre. On jouait du Molière à la Comédie Française, et ce n'était pas pour moi. OK, c'est tout. Et avec Philippe, j'ai appris qu'il y avait 1000 façons de faire du théâtre. Alors là, déjà, j'ai été sonnée. Ensuite, il y avait le théâtre Forum. Alors là, je me suis dit, c'est incroyable. Alors, il y a des... comme ça, on met en scène des situations difficiles que les gens, les spectateurs, doivent résoudre. Ça, c'est aussi une façon d'être citoyen, finalement. C'est d'essayer de résoudre des problèmes de voisinage, de sa ville, de l'école de son fils, que sais-je encore. Ça, c'est vraiment aussi une façon, je ne dirais pas d'apprendre d'être citoyen, parce qu'on l'est. On n'apprend pas, on l'est. Et comment vous dire ça? Et donc, moi, je me dis qu'il faut s'approprier la culture et s'approprier aussi le savoir. Parce qu'à travers la culture, à travers le théâtre, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait ricocher. Ça nous fait apprendre plein de trucs. On va lire plein d'articles, on va lire plein de livres qui vont nous apporter plein de choses, qui vont nous aider à vivre notre citoyenneté pleinement. Et pour pouvoir vivre notre citoyenneté pleinement, je dirais qu'il faut avoir confiance en soi, déjà, et le théâtre nous le donne. Et il y a une chose aussi que je voudrais dire, et je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais se sentir exister. Parce que pour jouer son rôle de citoyen, il faut se sentir exister. Merci beaucoup, Fouque. Donc, on l'a vu à travers vos interventions, le théâtre, véritable force émancipatrice, est un outil formidable pour transformer, pour améliorer, pour modifier les regards. Et du coup, je m'adresse à vous, professionnels du théâtre, Philippe, Sybille et Jeanne. Comment est-ce que vous êtes venus à travailler avec des personnes parfois éloignées du milieu de la culture? Et est-ce qu'il y a eu un déclic, des rencontres décisives? Mais pour ma part, j'ai eu la chance de faire un stage quand j'étais étudiante dans une scène nationale qui s'appelle Culture Commune, qui est dans le bassin minier, dans le Pas-de-Calais, et qui est très liée à l'histoire de ce territoire. Et il menait énormément de projets qu'on appelle participatifs avec les habitants des différentes villes qui composent ce territoire. Et parmi ces projets, dans le cadre de la capitale européenne de la culture, il y avait eu un spectacle qui était en extérieur où on déambulait dans un village et on entendait les témoignages des habitants parler de l'histoire de la mine. Mais c'était extrêmement touchant la manière dont c'était mis en scène. Et il y avait un vrai bras de distance aussi par rapport à cette histoire et de voir l'implication de toutes ces personnes dans ce projet et de ce que le spectacle racontait. Voilà, je pense que ça m'a donné envie aussi de travailler avec des personnes qui n'étaient pas forcément les premières à aller fréquenter les lieux de culture. C'est un projet qui était porté par un metteur en scène qui est assez identifié sur ces sujets de théâtre documentaire, qui s'appelle Guy Alouchery, et qui a beaucoup œuvré pour donner la parole aussi à des personnes qu'on voyait très peu sur les scènes de théâtre. Voilà, donc je pense que ça vient en partie de là. Que j'ai le micro, mais je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, moi c'est Villiers-le-Bel en fait. Hein. J'étais pas du tout parti sur ça. Enfin, c'est déjà quelque chose qui me travaillait, mais je me rendais pas compte en fait. Et quand je me suis retrouvé là-bas dans le cadre d'un stage, en fait, je me suis dit que d'abord, j'ai sorti du RER, je m'en souvenais tout le temps, et je me suis dit qu'on me dise pas qu'il n'y ait pas de ghetto en France.
Voilà. Là, j'ai dit non, mais là, je découvrais un monde que je ne connaissais pas. J'avais déjà vécu, moi, à l'étranger, même au Proche-Orient, etc. Donc, j'avais déjà confronté à une forme d'interculturalité, si je puis dire, ou en tout cas d'autres cultures. Mais là, c'était chez nous, à côté de nous, et sous une forme. J'ai même vécu à Belleville, donc je veux dire, je sortais pas non plus, je sais pas, de Versailles ou de je ne sais où. Mais là, c'était autre chose. C'est-à-dire que c'est autre chose. C'est difficile à expliquer ça, hein, mais ça m'a vraiment frappé. Et puis, et dans ces écoles, j'ai vu la souffrance des enfants, voilà, et les enseignants perdus, mais qui avaient envie, qui avaient vraiment envie. Et là, donc, comme on m'a proposé de faire quelque chose sur les droits des enfants, justement, ils voulaient travailler dessus. Mais les enseignants, ils ne savaient pas faire, c'est normal, ils étaient perdus. Ils disaient, on a besoin d'un professionnel. Bon, il va écouter, parfait. Pour eux, j'étais le Messie, mais pour moi, c'était aussi le paradis. C'est exactement ce que je voulais, c'est trop bien. Voilà, donc, et puis c'est là que c'était une grande aventure qui ne s'est pas arrêtée. Et en fait, là, je me suis rendu compte du besoin de culture, de l'absence, hein, le manque et le besoin à la fois, justement, et qui ne s'en rendaient pas compte et qui s'étaient vraiment privés de quelque chose. Voilà. Et là, je dis, il y a de quoi bosser, là. Voilà. Pour ma part, je ne sais pas si je cible spécifiquement des structures ou des publics dits éloignés de la culture. Je prends l'exemple de la MP2A, on m'a juste demandé d'aller prospecter les acteurs du territoire. Il se trouve que quand je suis arrivée à la MP2A en septembre 2020, donc une très bonne période pour aller rencontrer de nouvelles personnes. Et il se trouve que pendant des mois, les seules personnes avec qui j'ai pu construire des choses, c'était des personnes qui travaillaient dans le secteur dit social. Donc, moi, j'ai commencé un petit peu comme ça à la MP2A. Mais après, alors c'est un avis assez personnel, c'est le mot public éloigné ou public empêché. C'est, j'ai envie de dire, éloigné de quoi, de qui, éloigné de la culture, mais quelle culture aussi. Là, finalement, je suis plus dans un objectif de rencontrer un maximum de personnes. Je paraphrase et je redis un peu ce que j'ai dit, c'est de construire un petit peu ensemble aussi. Et au niveau de la culture et au niveau de la pratique amateur, je vois beaucoup de choses. Et du coup, je me dis de plus en plus, mais qu'est-ce qui est culture? Est-ce que ce n'est que un texte de Molière à la Comédie Française et pourquoi ça ne serait pas le texte que vous avez écrit le mois dernier ou la danse que vous allez peut-être faire l'année prochaine? Donc, je me questionne aussi beaucoup là-dessus. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y a un déclic ou quoi que ce soit, c'est plus les rencontres en fait qu'on est amené à faire et justement qu'il n'y ait plus ce mot éloigné ou empêché, non pas au sens où il faut cocher des cases, mais juste que on est tous ensemble et on construit un peu des choses tous ensemble. Merci beaucoup Jeanne. Je reviens vers vous Philippe et Sybille. D'un point de vue plus pratique, comment se déroulent les répétitions? Est-ce que parfois c'est pas forcément difficile de faire en sorte que les personnes, par exemple, soient là à chaque répétition ou apprennent leur texte? Oui, évidemment, là, c'est plus dans le cadre du travail lui-même. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas difficile, ça, en fait. Non, mais il faut pour y répondre et tous nos comédiennes qui sont là, en fait. Non, qui viennent aux répétitions, ils en demandent. Je me souviens de prendre l'exemple de Marie-Françoise qui est là, quand on avait répété les dernières pour Interface à Breguet, qui ne trouvait pas, qu'elle s'était perdue. Elle a mis 2 heures pour venir, mais elle est venue. Et elle ne voulait pas louper le coche. Et c'était génial, Marie-Françoise. Mais c'était extraordinaire. Nous, on était inquiets, etc. Et un jour, tout d'un coup, elle arrive, et grand sourire, tout ça. Voilà, mais on dit que ça fait 2 heures que je tourne. Mais alors, en plus, dans le 15e, elle n'est pas à côté, hein, etc. Mais elle était là. L'apprentissage des textes, oui, bien sûr, mais c'est difficile pour tout le monde, en fait. Même pour des professionnels. Alors évidemment, il y a, comme je disais, que mon comédien là, un peu les yeux ouverts, il dirait j'y arriverai jamais parce que sa mémoire était rouillée, mais elle a dérouillé, voilà, si je puis dire. Donc ça peut prendre du temps, oui. Mais plus ils en font, plus ils apprennent. La Marie-Françoise, elle a appris un monologue qu'elle nous a sorti d'une traite. Voilà, ça y est, la mémoire, c'est fini. Hein,
Elle est là, parce qu'elle a toujours été là. Et justement, je rebondis un peu sur ce que tu disais, parce que c'est pas juste un atelier qu'on propose. Enfin, je prends celui-là parce que c'est parlant, c'est celui qu'on construit ensemble là. Mais il y en a tout le monde, enfin tous les autres seraient pareils. C'est pas juste un atelier, c'est presque un cadre, presque une famille qu'on construit, un relationnel qui prend du temps. Enfin, c'est quasiment un an d'atelier hebdomadaire. Et c'est un véritable groupe qui se forme. Ce n'est plus des individuels. Je fais pas partie du groupe, mais je vous vois toutes les semaines. Et je pense que c'est aussi ce cadre-là et cette relation de confiance qui naît, qui fait qu'on a envie de se battre pour ça, de se retrouver et puis de faire le spectacle ensemble, finalement. Je partage ce que vous avez partagé. Nous, on s'appuie beaucoup sur les travailleurs sociaux qui accompagnent des personnes au sein des structures. Et donc, c'est eux aussi qui sont dans la médiation finalement du projet et qui permettent aussi de proposer ce cadre. Donc, c'est aussi parce qu'ils sont suffisamment disponibles et énergiques que les projets peuvent se faire. Mais une fois que la rencontre opère, en effet, je pense que ça fonctionne comme n'importe quelle autre rencontre. Finalement, si ça nous plaît, on est là. Pour compléter ce que Philippe, Jeanne et puis vous avez dit sur le fait d'être ensemble, d'être une troupe, une famille presque, je dirais que pour chacun d'entre nous, surtout auprès de mes amis militants, parce que je suis très proche d'elles et d'eux, c'est s'unir pour ne pas subir sa vie, subir ses problèmes, etc. Donc on est là, on est unis, on travaille sur un sujet et on oublie pendant ce laps de temps ce qu'on subit. Voilà. Et ça, c'est super. Et moi, je trouve ça très beau. Et d'ailleurs, je les trouve extrêmement courageuses. Et je suis... chapeau à toutes mes collègues. Merci beaucoup, Fouque. Sybille, également, encore une question pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire un théâtre qui s'adresserait uniquement à des bénéficiaires du champ social, de faire plus pour des personnes qu'avec elles, comme tu l'évoques dans l'article « C'est pas du luxe » ? Je pense que le risque existe toujours de vouloir faire avec et finalement de faire pour. Enfin, je pense que ça, c'est un équilibre fragile sur lequel il faut toujours être vigilant. Il y a quelques garde-fous pour ça. Justement, c'est aussi le temps de la rencontre, pas arriver avec des projets tout ficelés et les plaquer quelque part, mais prendre le temps de se rencontrer, de savoir ce qu'on a à partager, ce qu'on a envie de faire ensemble. Donc c'est le cas pour les structures qui s'engagent, pour les artistes qui participent. Au sein de C'est pas du luxe, on a des projets qui se réalisent toute l'année au sein d'une structure sociale. Et certains, parfois, sont ouverts à d'autres personnes, que ce soit des bénévoles, que ce soit les habitants de la ville, etc. Et donc, c'est des projets qui sont mixtes dans leur réalisation. Je crois que c'est le cas aussi des projets qui sont portés par ATD. Donc ça, c'est une façon aussi de ne pas rester enfermé dans un entre-soi du monde social, on va dire. Et puis le festival aussi, c'est un bon exemple. Voilà, l'an passé, par exemple, il y avait à peu près 3000 spectateurs sur le festival. Et la moitié sont des personnes qui viennent en groupe, qui sont issues de structures sociales. Et l'autre moitié, ce sont des spectateurs habitants de la ville, de la région. Et c'est justement cette mixité qu'on trouve intéressante, parce que c'est ça qui permet la rencontre. Donc, pour moi, le risque existe toujours, mais c'est de notre responsabilité aussi de proposer des espaces de rencontres qui sont élargis. Voilà, je pense que ça répond un peu à la question, mais c'est un travail du quotidien. Je pense on peut toujours être bien pensant sur ce sujet-là, mais après, dans les actes, ça reste toujours une question, je pense. Donc Jeanne, nous allons terminer avec toi.
Est-ce que ce n'est pas difficile de faire aimer le théâtre à des personnes qui sont entre guillemets éloignées de la culture? Et est-ce que il y a des stratégies spécifiques que tu adoptes en tant que responsable des relations publiques avec la MP2A, par exemple, que tu pourrais nous expliquer? Encore une fois, je vais parler de mon expérience parce que chaque personne qui travaille dans les RP a un peu sa propre façon de faire, si je veux dire ça comme ça. Je ne cherche pas forcément à faire aimer ou presque d'imposer à aimer le théâtre. Des fois, il y en a avec qui on parlait tout à l'heure de choses qui ne marchent pas. Des fois, ça ne marche pas. Après, il y a quand même des choses qui marchent. Voilà, je ne cherche pas à faire aimer, à chercher les gens pour faire ça, à obliger les gens à suivre des activités toutes plaquées, comme je le disais tout à l'heure. Je suis plutôt dans un objectif de faire connaître, faire savoir que ça existe et donner la possibilité à théâtre, musique ou danse, mais là on est dans le théâtre aujourd'hui, faire en sorte que ce qu'on propose, de ce qu'on crée, soit ouvert aussi au plus grand nombre et qu'il n'y ait pas trop de prérequis, avoir déjà fait 15 ans de musique et savoir lire des partitions, avoir fait 10 ans d'atelier théâtre au collège et au lycée, etc., etc. Donc le but, c'est que ce soit ouvert à tous et toutes, qu'on ait déjà fait 15 ans de théâtre ou pas, justement, et de laisser les gens un peu construire par eux-mêmes. Ce que j'ai beaucoup vu, c'est de toute façon, quand on est dans un objectif de faire aimer, de plaquer, je trouve plus mes mots, mais c'est très logique dans ma tête il y a un instant, mais qu'on est là pour un peu faire du remplissage, pour dire un gros mot comme ça, de juste, on a créé un atelier, il faut absolument le remplir, etc., etc., et donc de faire miroiter des choses, de presque mentir en disant oui, oui, vous allez vous aimer, ça va être génial, etc. Ça marche pas, en fait. C'est plus de voir, on parlait de besoin de tout à l'heure, de voir quel est le besoin là maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que les gens ont envie de faire. Bon, je dis n'importe quoi, on sent qu'il y a une tendance de faire que du théâtre ukrainien, ou de faire que du théâtre de Shakespeare, ou que faire. Eh ben, on y va, on se lance là-dedans. Et puis, c'est pas dit que l'année prochaine ce soit de nouveau le cas. C'est plus une adaptation un peu permanente, d'être à l'écoute en permanence des personnes pour pouvoir justement un peu libérer la parole et de permettre que la parole se libère et de mettre des liens de confiance, en tout cas. Merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup pour ces interventions. Donc, nous allons terminer sur ces mots. Merci beaucoup à la MP2A de nous avoir accueillis pour ce lancement de la revue Carmonde 262, en scène s'émanciper par le théâtre. Je remercie particulièrement Jeanne de nous avoir accueillis, d'avoir organisé cette rencontre, mais aussi à tous nos intervenants, Philippe, Siby et Fouque, et Jeanne du coup encore. Merci aussi à la technique d'avoir assuré pour cette rencontre. Et puis merci à vous, public, d'être venu et d'avoir aussi de nous avoir accompagnés, d'avoir participé à cette rencontre. Merci beaucoup. Merci à Anne-Sophie et Marie qui ont organisé quand même et qui ont magnifiquement mené cette rencontre. Merci beaucoup à toutes les deux et à Christina qui est là de la revue Carmonde.